Et pour parler donc de ce statu quo de région Pays de la Loire et Bretagne, nous recevons Pascal Bollot et Jean-Philippe Magnin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, de la même façon que l'ont dit nos précédents invités, grosse déception sur cette annonce hier et puis surtout sur la façon dont elle s'est faite de ce statu quo. Pays de la Loire, Bretagne ne bouge pas. Alors d'abord, s'il y a statu quo, c'est qu'il n'y a pas pire. Donc la première réaction, c'est quand même en partie un soulagement. Soulagement, par exemple, de ne pas fusionner avec Poitou-Charentes. Éviter ce projet qui n'avait pas de sens, qui était une absurdité, de vouloir nier tout ce que Olivier Labou et Jean-François Gendron viennent de vous expliquer, en créant une région avec Poitou-Charentes. Mais ça a été quand même envisagé, sérieusement. Non pas que nous ayons quoi que ce soit contre Poitou-Charentes, mais simplement, pour nous, en tout cas pour nous, en tant que métropole nantaise, et département de Loire-Atlantique, pour nous, ça ne peut être, la question du Poitou-Charentes ne peut être examinée qu'en complément d'un rassemblement Bretagne-Pays de la Loire. Et on peut comprendre que nos amis bretons soient déjà qui sont visiblement réticents pour venir avec le Pays de la Loire, mais j'y reviendrai parce que c'est sûrement pas tous les Bretons et c'est sûrement pas l'avenir de la Bretagne qui est réticent. Mais il faut bien concevoir que, à l'évidence, aujourd'hui, il faut continuer la mobilisation et le combat pour arriver à cette logique qui est la fusion des deux régions Bretagne et Pays de la Loire. Il faut que Nantes et Rennes soient dans la même région. Et c'est la seule solution pour y arriver. Jean-Philippe Magnin, est-ce qu'il y a une forme de déception que ça n'ait pas abouti, finalement ? Plus que ça, pour ce qui me concerne, c'est de l'incompréhension. Je crois que l'ambition du président de la République et du Premier ministre était partagée par les écologistes d'aller vite sur une vraie réforme territoriale pour une vraie décentralisation pour la France. Là, on a déjà démarré le débat à l'envers, en parlant du redécoupage, avant de parler du fond, des compétences, des moyens, parce que je vous le rappelle, pour avoir des grandes régions européennes, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans la première partie, compétitives au niveau européen, mais aussi cohérentes, on n'a pas spécialement besoin de revoir le périmètre en priorité. La question, c'est les moyens, la fiscalité, les moyens économiques et financiers pour pouvoir entreprendre et investir. Après, effectivement, en conséquence, on peut se poser la question de la cohérence territoriale en France, et pas seulement des régions. Le couple région-intercommunalité. On a 36 000 communes en France. Il faut simplifier aussi ce millefeuille territorial. C'est ça la réforme territoriale. Et il faut l'expliquer aux gens. Et moi, ce qui est terrible et ce qui me met en colère depuis hier, c'est que, c'était incohérent. Et la méthode, effectivement, on peut la discuter. Et en plus, on n'a pas mis le sujet en débat avec les citoyens. On a parlé de la société civile, vous avez parlé d'acteurs, mais ce sont quand même des responsables d'un certain niveau, président d'université, de la Chambre de commerce et d'autres. On les a rencontrés, mais en même temps, on n'a pas eu le temps du débat démocratique. Et c'est un vrai problème. En même temps, personne ne nous a dit à quoi pourrait ressembler la consultation des citoyens. Si, on a fait des propositions concrètes. Il y a une commission nationale qui s'appelle la Commission nationale de débat public. Il y a la possibilité de faire des débats sur les départements. Il y a aujourd'hui, les citoyens, vous les interrogez dans la rue, ils vous donnent leur opinion, mais il n'y a jamais eu de débat. C'est un peu contradictoire avec le fait d'aller vite aussi. Mais j'observe quand même que dans sa tribune, dans la presse régionale, le président de la République réemploie le terme de décentralisation. Et là où je suis d'accord avec Jean-Philippe Magnin, c'est qu'on a beaucoup parlé de réforme territoriale, on parle beaucoup de découpage. Le fond du problème, c'est une nouvelle étape de la décentralisation. Donc de compétences. Et cette nouvelle étape de la décentralisation, elle doit parler de compétences, elle doit parler de moyens. Parce que vous pourrez faire les régions les plus vastes du monde en France, si elles n'ont pas le 10e des moyens des grandes régions européennes, ce seront des nains sur le plan de la capacité d'intervention économique, et alors que c'est d'abord l'objectif de compétitivité qui est avancé. Donc il s'agit bien d'une étape nouvelle de décentralisation, et nous y serons extrêmement attentifs et on sera très, très offensifs sur le sujet. Mais je crois que les mesures que François Hollande préconise, y compris sur la question des intercommunalités, pour veiller à ce qu'elles aient une taille critique, c'est-à-dire pour forcer un peu la main des élus locaux en la matière, avec un seuil de 20 000 habitants, ça va quand même dans ce sens-là. Et la question du traitement de la situation des départements va aussi dans ce sens de simplification et de compétitivité. Mais pour l'instant, on ne voit pas la simplification. On voit plutôt un peu de la question du découpage territorial soit l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, c'est la nécessité d'une décentralisation. Mais c'est pas de chance parce que c'est la première étape de cette réforme tout de même. Peut-être était-ce le préalable, et peut-être était-ce la condition
au-delà des aventures d'hier, pour qu'on puisse effectivement avancer. Parce que Hollande l'a fait remarquer il y a longtemps. On ne peut pas faire croire aujourd'hui. On a essayé souvent et on n'a jamais réussi pour l'instant. On est en face d'une décision qui fait malheureusement le jeu de ceux qui veulent conserver, c'est-à-dire les conservateurs, et donc du conservatisme, face aux réformateurs. Et réforme, c'est réformer. Et donc pour réformer, il faut avoir l'ambition de la réforme. Et aujourd'hui, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui voulaient conserver. Parce qu'il y a parlé de classique en fin de carrière. Ceux qui ont gagné. Sur Twitter. En tout cas, on va écouter peut-être l'une des personnes que vous désignez, je ne sais pas, le président de la région Pays de la Loire, Jacques Auxiette. Nous sommes allés recueillir son impression sur cette annonce d'hier. C'est pas Jacques que nous parlons. C'est la satisfaction de ne pas voir la région des Pays de la Loire démantelée, l'unité et la solidarité. Ça, c'est un point d'acquis. Le deuxième élément, c'est que nous avions indiqué que nous étions favorables à la fusion avec la région Bretagne, et c'est bien évidemment une relative déception, mais qui n'est pas le fait de la région des Pays de la Loire, de ne pas pouvoir constituer à l'ouest de la France et à l'ouest de l'Europe une grande région présentant des caractéristiques et des convergences que nous avions largement exprimées. Alors voilà, Jacques Auxiette, président de la région Pays de la Loire, un peu déçu et qui nous murmure que c'est peut-être un peu la faute à la Bretagne si tout n'a pas abouti. Alors qu'en pense justement la Bretagne? On a demandé, nos confrères de TVRN ont demandé au président de la région Bretagne, c'est Pierrick Massiot, sa réaction au lendemain de l'annonce de cette carte. On le regarde. Pour nous, la Loire-Atlantique et ses habitants doivent pouvoir, pour une fois, et peut-être pour une bonne fois, exprimer leur choix. Que veulent-ils? Je vais aussi, bien sûr, comme je l'ai déjà fait dans les jours à venir, reprendre contact avec mon homologue de la Loire-Atlantique, et sans doute aussi avec Jacques Auxiette, pour évoquer un petit peu nos discussions. Elles n'ont pas cessé, pour voir un peu dans quel état d'esprit les uns et les autres se situent. Et encore une fois aussi, on a recueilli le témoignage de François Pinte, qui est le responsable UMP de Loire-Atlantique, et qui pointe aussi du doigt la responsabilité des Bretons en la personne de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense actuel et ancien président de la région Bretagne. On écoute François Pinte. Je pense que le président de la République a manqué de courage vis-à-vis de M. Le Drian, tout simplement. M. Le Drian était favorable à une région à 5 départements, une région Bretagne historique, et donc il n'a pas su lui dire non. Et donc à un moment, l'intérêt général n'a pas prévalu sur l'intérêt particulier et le choix qu'a fait M. Le Drian, qui est un peu à contre-courant de toute la nouvelle génération qui pense qu'effectivement cette association était profitable pour le Grand Ouest. Alors, Jacques Auxiette nous dit c'est un peu la faute aux Bretons. Pierrick Massiot, de toute façon, ne parle pas de la région Pays de la Loire, il veut récupérer juste la Loire-Atlantique. Et François Pinte nous dit tout ça, c'est quand même François Hollande qui a juste voulu faire plaisir à son copain Le Drian, donc ministre de la Défense et breton. C'est pas une belle image, tout ça, quand même, de la politique, non, vous trouvez pas? C'est pas terrible, alors même que de tout ça dépend les conditions du développement et donc les conditions de l'emploi. Oui, mais là, je m'adresse aux élus que vous êtes. Il n'y a pas un moment où on en a un peu ras-le-bol? Oui, alors c'est pour ça, et moi je vais vous dire, Nantes et la Loire-Atlantique n'abandonneront pas la Vendée et la Mayenne, qu'on se le dise, et qui considèrent que Nantes est leur capitale régionale. Et que tout Breton, et moi je suis Quimpérois de Jars-sur-Mer, donc j'aime bien cette région et cette idée, mais tout Breton doit bien avoir en tête que l'idée que Nantes et Rennes soient dans la même région, l'idée que la Loire-Atlantique soit dans la même région que les Côtes-d'Armor, ça suppose que les Pays de la Loire et la Bretagne fusionnent ensemble. C'est la seule solution pour arriver à ça. Et qu'il non seulement il ne faut pas en avoir peur, mais dans cette région, la question de l'identité bretonne serait évidemment protégée et valorisée, parce que ce serait la plus forte de cet ensemble régional. Donc franchement, je ne vois pas ce que les Bretons auraient à craindre d'une telle fusion, et je crois que le problème, c'est qu'il y a effectivement de vieux caciques, y compris parfois socialistes, qui gèrent le confort de leur fin de carrière en essayant de s'opposer à ce mouvement. Je pense pas à Jacques Auxiette. Alors à qui? À M. Le Drian? Mais que ce soit Jean-Yves Le Drian ou Pierrick Massiot, ils sont dans la même situation. Je ne sais pas si vous observez, mais il y a deux femmes de 34 et 39 ans qui ont été élues maire de Nantes et de Rennes. Le maire de Rennes et Johanna Rolland et Nathalie Appéré. Eh bien, je crois que ces nouvelles générations, j'inclus aussi mon ami Christophe Clergeau, sont tout à fait en mesure de dessiner un autre avenir
que celle des générations qui ont le nez dans le rétroviseur. Jean-Philippe Magnien. Parler du spectacle donné, je crois que c'est important. On vient d'avoir 2 élections où les signaux qui ont été donnés par les citoyens, pour nous, pour toute la classe politique, n'ont pas été entendus. Là encore, 8 jours après les européennes, avec ce qu'on sait en termes d'abstention, en termes de vote du Front National, le résultat, c'est cette cacophonie pendant 48 heures. Et c'est ça le problème. Moi, je vais vous dire sur la consultation des habitants. Et c'est ça aussi, parce qu'on ne parle pas de la consultation des habitants. La Loire-Atlantique, bien sûr qu'elle a à s'exprimer sur le futur redécoupage ou fusion, mais les 4 autres départements aussi. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut, nous, une consultation de la Loire-Atlantique parce qu'il y a des cohérences, mais il y a aussi 4 autres départements dans les Pays de la Loire qui ont le droit, et les habitants ont ce droit de s'exprimer. Sur ce que tu viens de dire, peut-être qu'ils diront, ils iront dans ce sens-là, peut-être d'autres non. Mais en même temps, si vous voulez, comme le président de la République avait dit comme préalable, il n'y aurait que des fusions simples. À partir de là, on a travaillé à un compromis politique pour essayer de sortir par le haut de cette situation. Même chez nous, chez les écologistes, il y a des gens qui disent non, il faut que les départements s'expriment et qu'après on voit éventuellement un redécoupage. Mais là, la situation est telle que l'accélération, on la voulait, mais comme ça, non. Kénini, il faut un débat démocratique et il faut que le Parlement se saisisse, puisqu'il y a une session du Parlement en juin au Sénat et à l'Assemblée nationale avec la présentation du projet de loi le 18 juin au Conseil des ministres. Et après, ça sera avant juillet. Et ça sera en juillet et sans doute avec un positionnement en septembre. Donc aux parlementaires de prendre la main, à nous de nous mobiliser pour que le débat se rouvre et surtout que ceux qui voulaient le refermer très vite, parce qu'il y en a, n'est pas voix au chapitre. Alors justement, on entend beaucoup, c'est le cas de Johanna Rolland par exemple, mais pas que, on l'a vu tout à l'heure avec Olivier Labou et Jean-François Gendron, maintenant il faut se mobiliser, tout n'est pas perdu, peut-être que le statu quo c'est l'occasion de retravailler cette vision pour y aboutir. Mais comment on fait ? De toute façon, c'est encore des manœuvres. Nous sommes là dans une situation provisoire et il est clair que je pense que c'est la mobilisation des acteurs comme Olivier Labou et Jean-François Gendron, c'est-à-dire des acteurs de l'université, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des entreprises qui vont, et on les y aidera, et on impulsera ça, nous responsables politiques et nous élus territoriaux, qui engageront ce mouvement qui conduira à la fusion des 2 régions, je ne sais pas à quel terme, mais de manière extrêmement rapprochée, tellement ce sera une évidence. Et que les questions politiciennes, les questions de baronnie qui existent, ça fait partie de la vie politique, il ne faut pas se le cacher, devront s'effacer devant cet intérêt général, parce que c'est l'intérêt des populations. On n'a pas su le faire là, alors... La nuance que on n'a pas su le faire là, mais il faudra savoir le faire plus tard. C'est que moi, mon constat aujourd'hui, et je souhaite le contraire très vite, c'est que ceux qui voulaient conserver les frontières existantes et ne pas bouger ont pour l'instant gagné au moins la première manche. Et ça, c'est un problème. Peut-être qu'on peut juste, pour conclure, afficher les chiffres de ce que pèsent les Pays de la Loire aujourd'hui et ce que pèserait une fusion Pays de Loire-Bretagne, voilà, en termes d'habitants, on le voit, en termes de nombre d'emplois, évidemment, de PIB, nombre d'entreprises. Dans le cadre de régions européennes, comme on l'a beaucoup dit, évidemment, ça pèserait un peu plus lourd. Et avec les fusions qui sont annoncées, on va devenir non plus la 5e région de France, mais sans doute bien plus loin dans le classement des régions, y compris les régions européennes. Et la Bretagne sera l'avant-dernière. Et je ne pense pas que ce soit bon pour la Bretagne. Voilà, merci à vous deux. Le débat va continuer à vivre sur Télé Nantes sur ces questions. Merci d'avoir été avec nous. Merci Cécile. Merci Agnès.